Dernière partie du cours d'histoire de terminale, la période post-guerre froide et donc une première leçon sur les nouveaux rapports de puissance et les nouveaux enjeux mondiaux depuis les années 1990. Une question extrêmement copieuse dans laquelle il y a beaucoup de choses à dire et qu'il faut traiter, hélas, très très rapidement. Alors on va essayer d'insister vraiment sur l'essentiel. En commençant par ce grand 1, pose la question de la fin de l'histoire. Alors je fais référence à un livre de l'amusant Francis Fukuyama qui, après avoir lu Hegel de travers, a considéré, juste après la guerre froide, que c'en était fini de tout affrontement au niveau mondial, que les Américains avaient gagné et qu'on allait entrer dans un monde pacifié qui serait réglé par la liberté et par le droit et qui, en fait, s'inspirerait des principes américains. C'est ce dont on a l'impression dans la décennie des années 90 où on assiste à la formation de ce qu'on a appelé l'hyperpuissance américaine. Donc une hyperpuissance, qu'est-ce que c'est? C'est une puissance qui n'a pas de rival, d'une part, mais qui, d'autre part, domine tous les aspects de la puissance, c'est-à-dire la puissance militaire, politique, diplomatique, la puissance économique, mais aussi tout ce qu'on appelle le soft et le smart power, c'est-à-dire des façons en fait beaucoup plus sournoises d'exercer la puissance. Et les années 90 sont une décennie dorée pour les Américains, avec des victoires militaires, par exemple, contre l'Irak en 1991, et une santé économique insolente. Cette décennie prend fin avec les attentats du 11 septembre, sur lesquels on reviendra très très brièvement, et on passe à une période considérée comme plus multilatérale, c'est-à-dire dans laquelle les Américains ne sont plus les seuls à décider, comme s'il existait une espèce de directoire des grandes puissances. En vérité, si on fait le bilan aujourd'hui de ce multilatéralisme, on a l'impression, aujourd'hui, en 2020, de revenir à une forme de bipolarité entre les États-Unis et la Chine, les autres puissances, notamment les fameux BRICS, affichant des performances économiques et politiques, le Brésil, l'Inde, au final assez décevantes. Alors on nous demande, dans cette première partie, d'examiner un premier jalon que vous étudierez donc avec votre professeur, sur la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Alors qu'est-ce que ça vient faire là? Bon, la fin de l'apartheid, on rappelle que l'apartheid était un régime de ségrégation raciale extrêmement strict, qui a été édicté en 1948 en Afrique du Sud par la minorité blanche qui était au pouvoir. Et la fin de l'apartheid en 1992 est tout à fait emblématique à la fois du nouveau monde dans lequel nous vivons depuis les années 90, et aussi de cette décennie un petit peu euphorique et enthousiaste, où on avait l'impression que les choses allaient mieux. Effectivement, la fin de l'apartheid, qui est décidée par le gouvernement blanc en 1992, est suivie par l'élection d'un personnage tout à fait formidable et tout à fait admirable, qui est Nelson Mandela, qui devient président de l'Afrique du Sud en 1994 et qui transforme son pays en une puissance. Il y a comme une espèce de soft power sud-africain qui existe à l'heure actuelle. 1995, organisation de la Coupe du monde de rugby. Aujourd'hui, c'est un pays qui est le plus développé d'Afrique et qui apparaît malgré des problèmes comme la nation arc-en-ciel, c'est-à-dire qui a réussi une certaine forme de réconciliation raciale grâce, on le rappelle, à la sagesse de Nelson Mandela. Il n'en demeure pas moins que des crises importantes existent après la fin de la guerre froide, ce qui prouve qu'on n'entre pas du tout dans un monde pacifié comme M. Fukuyama le croyait. On doit mentionner deux lieux de guerre, de conflit, qui nous ramènent au temps des massacres. C'est-à-dire que cette période des grands massacres est plutôt associée à la Deuxième Guerre mondiale et qu'on croyait avoir disparu pendant tout le temps de la guerre froide revient sous la forme de ces deux conflits en Yougoslavie, dans l'ex-Yougoslavie. Ce sont les différentes entités qui fabriquaient cet État artificiel qui était lié à la Yougoslavie, qui entrent en conflit, notamment les Serbes contre les Croates, contre les Bosniens, avec d'indiscutables massacres qui sont d'ailleurs traités par la justice internationale. Et au Rwanda, dans ce petit pays d'Afrique centrale, c'est carrément un génocide en 1994 qui provoque l'élimination
d'une partie de la population rwandaise, les Tutsis, par l'autre partie, les Hutus. Enfin, le problème permanent, mais dès les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, de l'ordre international, c'est le Moyen-Orient. Alors, il y a le conflit israélo-arabe qui se transforme en conflit israélo-palestinien dans les années 1990. Il y a les attentats du 11 septembre qui font donc l'objet d'un jalon et que vous étudierez avec votre professeur. Nous n'avons absolument pas le temps d'en parler pour le moment, simplement pour dire qu'il y a des causes et des conséquences. Les causes de ces attentats, c'est le soutien des États-Unis à la politique israélienne pour laquelle ils ont été châtiés par l'organisation Al-Qaïda. Les conséquences, ce sont les guerres que les Américains mènent au XXIe siècle contre des États qui sont susceptibles d'être proches des terroristes islamistes, l'islamisme politique étant une nouvelle donnée de la politique internationale qui apparaît, on le rappelle, avec la révolution iranienne de 1979. Donc il y a toujours des tensions dans un monde qui prétendait être pacifié. Quels sont les modes de résolution de ces tensions, des problèmes actuels au niveau multilatéral, au niveau international? On nous demande d'évoquer deux choses. D'abord, la poursuite du développement d'une justice internationale. Pourquoi dit-on poursuite? Parce qu'elle a commencé avec le procès de Nuremberg et les procès de Tokyo après la Deuxième Guerre mondiale. 1993, c'est l'instauration du tribunal pénal international pour juger les crimes commis pendant la guerre de Yougoslavie. 1994, à peine les machettes qui avaient servi à tuer les Tutsis avaient-elles été rangées, que le tribunal pénal international pour le Rwanda a ouvert ses portes en 1994. Il y a aussi une cour pénale internationale qui a été créée en 2002, qui est censée juger les crimes de guerre, mais dont la légitimité est en fait contestée par un certain nombre d'États, et parmi ceux-ci, les États-Unis. Enfin, il faut dire un mot, mais alors le mot, il va être extrêmement rapide, de la gouvernance climatique mondiale, parce que c'est l'exemple typique d'une préoccupation qui a suscité beaucoup d'initiatives au niveau international, beaucoup de réunions, beaucoup de COP, beaucoup de communication, et tout ça pour strictement rien. La question environnementale, la question climatique n'a pas été résolue d'un iota depuis la conférence de Rio en 1992. Donc on vous invite à vous interroger sur, effectivement, les institutions qui fonctionnent dans cette gouvernance, ce mot est tout à fait contestable, mondiale, mais surtout il faut s'interroger sur l'échec absolument complet de cette gouvernance climatique qui n'aboutit à ce qui s'appelle aucun résultat. Donc on voit que le monde s'est tout simplement complexifié entre tendance à une certaine forme de pacification, à une certaine forme d'ordre international incarné par la justice internationale, mais de nouvelles tensions aussi et une incapacité fondamentale à répondre à certaines problématiques du temps.